Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Jérôme Declercq. Jérôme Declercq relève le défi de la 4e génération chez Declercq Passementier. Il crée des fils, des cordons, des pompons, des embrasses, des glands sur des machines en bois du 19e siècle. Il travaille pour les monuments historiques, mais aussi pour les décorateurs qui ont envie de revisiter ces accessoires d'intérieur généreux. Il se bagarre, comme souvent au Craft Project, pour faire perdurer dans la modernité un savoir-faire français. Bonjour Jérôme Declercq. Bonjour Raphaël. Elle a commencé comment votre vie d'artisan ? Comment l'artisanat est rentré dans votre vie ? L'artisanat est rentré dans ma vie très jeune. Je courais dans les métiers à tisser, à travers les échantillons de passementerie, sous les bureaux, dans les ateliers. J'étais tout le temps en fait là et sans que je m'en rende compte, c'est rentré comme ça dans moi. Et puis après, j'ai toujours eu envie de faire de l'artisanat. De l'artisanat, peut-être pas de l'artisanat en tant que tel, ce mot, mais faire des choses de mes mains, créer des choses à ma petite échelle. Voilà, donc en fait, oui, de l'artisanat. Parce qu'on peut le dire, vous avez grandi dans une maison de passementerie, Declercq Passementier. Cette maison a été créée en 1852 par mon aïeul, donc je suis la 6e génération. Et voilà, j'ai toujours eu envie de faire ça. À 10 ans, j'ai dit à mon père, je serai PDG de la passementerie nouvelle, c'est comme ça. Ça s'appelait comme ça, la passementerie nouvelle ? Ça s'appelait comme ça à l'époque, oui, parce que c'est mon arrière-grand-père, en fait, qui en 1926 a déposé un brevet pour faire de la passementerie d'une nouvelle façon. Et à ce moment-là, il a appelé ça la passementerie nouvelle. Il avait inventé le petit volant. Ça sert à quoi le petit volant ? Le petit volant, ça permet de faire des galons avec des chaînes, avec des tensions différentes et faire du petit volant qu'on va mettre après sur les stores ou sur les voilages. Après, il y en a eu plein. C'est des bordures ? C'est comme des bordures, c'est comme des galons froncés. D'accord. Automatiquement froncés. Tout ça, l'idée lui est venue parce que à un moment, il n'arrivait plus à vendre de passementerie, il s'était mis à vendre des chaînes de vélo. Et donc, avec ces chaînes de vélo, finalement, il a construit son métier pour pouvoir faire justement ces galons comme ça, ces galons froncés, son petit volant. Et ça, c'était en 1926. Et à ce moment-là, il a appelé ça la passementerie nouvelle. Alors, on va parler de ce mot, la passementerie, qui est un mot mystérieux pour la plupart des gens, en dehors de cet atelier à Montreuil-au-Lyon où on est aujourd'hui. C'est quoi la passementerie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est tous ces petits détails qui vont faire que nos rideaux, nos coussins, nos canapés, nos fauteuils vont pouvoir enfin raconter une histoire et sortir de ce côté complètement formaté qu'on nous impose quand on achète des choses toutes faites. Donc, on va pouvoir mettre un galon, on va pouvoir mettre une frange sur le bord des rideaux, retenir ces rideaux avec une embrasse. Une embrasse, c'est ces énormes pompons brodés qu'on peut voir Je sais que c'est des mots très vulgaires que j'utilise, mais quand même, pour qu'on les imagine, ça fait comme des énormes pompons brodés qu'on voit pour retenir les rideaux. On peut dire ça ? Oui, Raphaël, vous exagérez, franchement. Ce n'est pas de la broderie, c'est de la passementerie. On appelle ça techniquement des glands. Des glands, donc, d'accord. On va dire plus vulgairement des pompons. Voilà, ce sont des pompons pour retenir les rideaux. Alors Je sentais que vous n'aimeriez pas ce mot. Qui seront après sophistiqués et qui seront travaillés de façon à en faire vraiment des embrasses extraordinaires ou des embrasses plus simples selon l'intérieur que l'on a. Mais quand on voit les glands que vous faites, quand on ne connaît pas les mots, on a envie de dire broderie parce qu'en fait, il y a des systèmes de nœuds, de tressage, de nouage qui créent des motifs avec les fils. On peut dire ça. Oui, disons qu'il y a tout un travail à l'aiguille.
Il y a toute une construction qui est très architecturale pour construire le gland, et après, il va y avoir un petit travail à l'aiguille. Effectivement, ce travail-là, parfois, peut se rapprocher de la broderie, sans être véritablement un travail de broderie. Alors, le travail architectural, c'est parce qu'en fait, vous construisez des pièces qui peuvent être assez imposantes, assez grandes. Donc, vous travaillez des structures en bois, en métal, autour desquelles vous allez composer un décor. Et vous, votre matière, c'est le fil. C'est ça. À tel point que même, vous le fabriquez, votre fil. Vous tissez vos propres fils. C'est-à-dire qu'on achète des fils très fins, des fils de soie qui représentent plus de la moitié d'un cheveu, tellement c'est fin. Et de ce fil de soie, on va faire effectivement une construction, on va construire un fil particulier qui va nous permettre de faire effectivement des décors, soit sur un galon, soit sur une crête, donc quelque chose qui sera tissé à la main, ou effectivement un gland, une embrasse, un pompon. C'est ça. Et moi, je le sais parce qu'on fait des fils ensemble pour un projet sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'il y a, mais je sais pas, mais des milliers de fils que vous êtes capable de faire ici en fonction du nombre de brins qu'on y met, en fonction de la tension qu'on va donner à la torsion, en fonction du tissage qu'on va mettre à l'intérieur du fil. Enfin, c'est quand même extrêmement complexe et technique, votre métier. C'est tellement complexe et technique qu'il y a très peu de polyvalence, finalement, et que quelqu'un qui va effectivement faire toutes ces constructions de fils qu'on va appeler le retordeur, donc qui va tordre, retordre, couvrir, mettre de la tension, etc. Ce personnage, donc, c'est un personnage central pour la passementerie, parce que c'est ce qui permet de faire une vraie qualité de passementerie, et il n'a qu'un métier, c'est d'être retordeur. Et parce ici, qu'effectivement, la complexité est énorme. C'est Ismaël et Olivier. Ismaël et Olivier avec lesquels on fait les fils et qui ont comme des ceintures sur lesquelles sont accrochées des bobines. Je crois qu'il y en a 8 ou 9 en même temps, où on va avoir les fils d'origine qui vont sortir de cette bobine et venir s'intégrer dans ce retors. Alors, je vais vous laisser le décrire. En fait, ils ont une ceinture, effectivement une ceinture en cuir, pour qu'elle soit quand même solide. Là-dessus, ils accrochent ce qui s'appelle une main. Une main, c'est comme si vous ouvrez votre main, vous ouvrez tous les doigts, vous avez des pics, en fait. Et donc, au bout de ces pics, effectivement, on va mettre des bobines, des flûtes, et on va mettre entre 4 et 24 bobines, selon la finesse du fil et puis de la grosseur de ce qu'on va vouloir réaliser. Et après, effectivement, ces fils vont venir s'entourer autour d'une âme en coton qui sera en mouvement, donc qui va tourner autour grâce à un rouet. Et pendant que ce fil de coton va tourner grâce à ce rouet, eh bien les fils vont venir s'entourer autour de ce coton. Et c'est le retordeur qui va guider ces fils pour que les fils ne se mettent pas les uns sur les autres, mais se mettent bien les uns à côté des autres en ayant une marche adaptée à la vitesse de rotation du coton. Et votre retors, donc cette machine, elle est entièrement en bois, elle est magnifique. Elle date de quand? Elle date du 19e siècle? Les retors, en fait, ce sont des retors mécanisés, enfin maintenant électriques. Donc ces retors, oui, ils datent du 18e, à peu près. Enfin, en tout cas, des pièces dessus datent du 18e. Ça change quoi, cette technique manuelle sur des outils anciens? Ça permet déjà de faire des petites séries, ce qui est très intéressant pour des projets d'excellence, d'être dans le sur-mesure absolu sur le fil. C'est ça essentiellement. Ça permet de faire des petites séries, mais ça permet surtout de faire un travail de qualité. C'est-à-dire de pouvoir vraiment gérer la tension comme on veut, par rapport à ce qu'on va faire. Parce que la tension ne va pas être la même, le retors ne va pas être le même. Pour une embrasse, pour un gland tout petit, pour une crête, pour un galon, ça ne va pas du tout être la même tension, pour un fil qui sera du même calibre. Donc, selon la matière qu'on va utiliser, par exemple, si on utilise de la soie, ça ne va pas être la même tension que si on utilise de la fibrane. Tout ça, en fait, si ce n'est pas fait à la main, si c'est fait de façon électronique ou mécanique, on n'arrive d'abord pas à avoir la même tension du coton qui est en dessous, donc ça va être un petit peu plus flottant, un petit peu plus mou, et au final, on n'a pas du tout la même finition en fait.
Donc on n'arrive pas du tout à avoir la même chose. On n'a pas du tout la même qualité. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez survécu à la fabrication à l'étranger, parce que des passementiers, il en reste plus beaucoup en France, je dirais 3, 4. En fait, nous on a survécu parce que on s'est gardé une ligne qui a été mise en place par mon père et ma grand-mère, qui était la ligne, c'était de faire de la qualité, que de la qualité et uniquement de la qualité, et faire que cet atelier soit le meilleur au monde. Donc, avec des sacrifices qui vont avec. Par exemple. Parce que forcément, l'industrialisation, parfois, elle permet de faire des marges conséquentes, elle permet de gagner du volume. Quand on fait beaucoup de volume, à ce moment-là, on arrive dans des chiffres d'affaires qui sont beaucoup plus importants. Et que là, forcément, comme on fait que de la qualité, les volumes sont plus réduits, mais au moins, on a gardé notre ligne tout le temps. Et moi, en fait, quand je suis arrivé dans cette maison, j'avais ça en moi, et depuis, je n'ai pas lâché l'affaire, en fait. Alors justement, on va revenir un petit peu à parler de vous. Alors, vous saviez que vous alliez faire ça. Vous avez quand même fait des études. Est-ce que vous avez essayé de faire genre, vous feriez peut-être autre chose ou... Comment ça s'est passé ? Mes études ont été très courtes, en fait, parce que je n'aimais pas du tout les études. Donc, j'ai passé mon baccalauréat. Ouais. C'est déjà pas mal. Je l'ai passé, voilà. Je suis allé au moins aux épreuves et j'ai rencontré on n'a pas dit qu'on l'avait eu. Professeur. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu me le donner. Bon, pourtant, j'avais tout à fait les qualités requises. Donc, mon père a absolument voulu que je fasse un baccalauréat gestion, comptabilité. Parce qu'il s'est dit, s'il vient, au moins, il aura un peu quelques notions et ça ne sera pas juste un artisan. Et en cela, il a été assez clairvoyant, finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le métier, il a tellement changé. Un artisan ne peut plus être simplement un artisan. Non seulement il faut qu'il soit un artisan, mais il faut qu'il soit un gestionnaire. Il faut qu'il sache faire des plans de trésorerie. Et en fait, le métier a vraiment changé. Mais effectivement, tout de suite après mon baccalauréat, j'ai commencé à l'atelier. Mon père m'a dit, repasse le bac. J'ai dit, pas question, moi je veux bosser, c'est tout. Donc je suis venu faire un apprentissage à Montreuil-aux-Lyons. Montreuil-aux-Lyons, c'est là où on est aujourd'hui. C'est là où on est aujourd'hui, et puis voilà. Donc vous avez fait un apprentissage, vous avez commencé par apprendre les gestes manuels du métier ? J'ai commencé à faire du réassort, donc le travail de la recherche de la couleur avec les fils, de jouer avec les fils comme avec la peinture. C'est très important parce que ce travail de réassort permet d'intégrer en fait la façon dont Declercq Passementier travaille la couleur. Cet œil, cette couleur, la façon dont tu l'utilises, elle est unique ici en fait. Et elle se transmet comme ça de génération en génération. Alors ça, pour le coup, je peux en témoigner parce qu'on a développé une dizaine de couleurs ensemble pour le client pour lequel on travaille. Et c'est absolument magique de développer une couleur ici parce qu'en fait, on est sur la table de Dominique qui justement fait ce réassort et fait cette mise au point des couleurs. Elle a 25 piquets devant elle sur lesquels elle peut mettre 25 bobines différentes qui peuvent être 25 nuances de soie différentes qui vont composer des couleurs. Et en fait, on compose. C'est assez merveilleux et magique parce qu'on invente ces couleurs ici. Ce qui est extraordinaire avec, justement, quand on travaille la soie la plus fine possible, plus elle est fine, plus on peut la mélanger. Plus elle est malléable, plus on peut faire des écarts de couleurs et faire varier la couleur sans que ce soit tranché, sans que ça fasse des fils où on voit les différences. Alors que dès qu'on commence à travailler avec des fils un peu plus gros, eh bien à ce moment-là, ces mélanges de couleurs-là ne sont pas tellement possibles. Donc nous, on les fait, ce qui nous permet après de donner la vibration qu'on veut au teinturier en lui disant voilà, on veut vraiment que cette couleur elle soit teinte avec cette vibration, mais sinon on va l'utiliser assez rarement tous ces mélanges là dès qu'on attaque avec des fils comme de la fibrane et des choses comme ça qui vont à ce moment-là ça va se voir, ça va faire des chinages qui vont pas être très élégants. Sauf si le client le désire forcément à ce moment-là. En fait. On revient sur votre parcours parce qu'on a tellement de digressions à faire qu'on n'est pas rendu. Mais donc vous avez commencé par le réassort, faire la couleur. J'ai commencé par le réassort, faire la couleur. Une fois que j'ai fait ça, après j'ai fait de lourdissage. Donc... Est-ce que c'est au réassort que vous avez découvert votre œil d'artiste que je connais aujourd'hui ? Ou vous le saviez déjà, que vous étiez un créatif ? Ça se découvre pas en fait. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir découvert. Vous avez toujours été comme ça, avec un goût des couleurs, des compositions. J'ai toujours été un peu comme ça. Oui, j'aimais bien m'habiller, j'aimais bien. J'ai toujours aimé ça. Puis en fait, je baignais dedans quand même. Donc, mon père était quand même un grand artiste qui avait quand même, il avait un grand sens des couleurs. Je pense pas lui arriver à la cheville d'ailleurs, à son sens des couleurs, mais donc j'ai forcément appris en voyant tout ça et en m'imprégnant
À la maison, il venait quand même souvent des décorateurs, il venait Pierre Fray, il venait donc la couleur, ça a toujours été, on était baignés dedans en fait, Manuel Canovas et tout ça, je veux dire, c'était notre quotidien. Et moi, j'y étais sensible. Ouais. J'étais sensible. Alors, je pense pas avoir découvert quoi que ce soit. Non, c'est venu comme ça, petit à petit. Et puis après, bon, on reviendra après sur l'apprentissage, mais le goût des couleurs, le côté un peu artistique, enfin, d'oser faire des choses, c'est venu petit à petit parce que mon père m'a dit, tiens, vas-y, fais cette collection-là, mets-toi en route là-dessus, va chez un tel, regarde ce qu'ils ont comme couleur, et puis petit à petit, ça se construit. Et puis, l'occasion de faire des choses fait que ça vous ouvre la porte. Bien sûr. Voilà. S'il m'avait jamais ouvert la porte, je serais resté, je sais pas, à tisser sur mon métier. Et voilà. Donc vous avez tissé sur votre métier. Là, on en était à l'ourdissage. C'est ça. L'ourdissage, donc c'est la préparation des chaînes qui vont être après montées sur les métiers et qui seront le corps, la structure du galon, de la frange, de la crête. Voilà. D'accord. Après, j'ai fait mon apprentissage sur les métiers à tisser main. Donc sur une haute lisse qui datait fin 18e, celle qui est au showroom actuellement. D'accord. Voilà, c'est la Rolls-Royce. C'est un métier extraordinaire. Enfin, moi, je le trouve extraordinaire parce que quand on tisse avec, en fait, les ardoises s'entrechoquent. C'est très doux, le bruit est très doux, ça sonne en même temps. Et c'est un métier vraiment extraordinaire où j'ai passé un temps infini dessus. Donc, j'ai fait vraiment 2 ans et demi que sur le métier à main. Et vous aimez ça, tisser ? J'aime ça tisser, ouais. J'aime ça tisser. Bon, malheureusement... Vous tissez plus beaucoup aujourd'hui. Pas tellement le temps. Puis bon, comme je tisse pas, il y a des gens qui sont des spécialistes qui tissent super bien et qui tissent certainement mieux que moi maintenant. Mais oui, j'ai appris à tisser bien, mais à tisser vite. Ça, c'est primordial. Parce que dans une maison comme ici, l'artisanat, c'est bien. C'est pas juste de l'artistique, c'est aussi de la vitesse, de la précision, etc. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai mon métier à côté de ma chambre. Après, j'ai habité à Paris. Et dans mon appartement, j'avais une porte et je rentrais directement dans l'atelier. Et donc là, tous les matins, mon père, à 6h du matin, vérifiait que j'étais bien sur mon métier en train de tisser. Ah oui, dis donc, il rigolait pas. Donc je tissais de très tôt jusqu'à très tard. C'est l'atelier qui était 4 rue Saint-Sauveur. Là, vous avez votre showroom 15 rue Étienne Marcel, qui est aussi magnifique, complètement dans son jus, voilà. Tout en bois, où il y a des vieux métiers. Ce showroom, on l'a depuis les années 70. Ouais. Et les gens peuvent aller le voir pour une fois. Mais oui, que j'interviewe un artisan d'art qui a un atelier qu'on peut aller visiter. Qu'on peut visiter, et en plus, il y a des démonstrations tous les premiers jeudis de chaque mois. Ah, génial, à quelle heure ? C'est le matin et l'après-midi, donc on appelle et puis on prend rendez-vous et on peut voir les artisans qui viennent donc de Montreuil-au-Lyon pour leur montrer leur savoir-faire et comment on fabrique la passementerie. Je pense qu'on va avoir des amateurs. Votre père était patron, vous avez fait toutes les étapes d'apprentissage. Réassortiment, ourdissage, montage des métiers, tissage à bras, tissage mécanique, le retors, bien évidemment, puisque c'est la pièce centrale, et l'atelier des petites mains, mais là, l'établi. On appelle ça l'établi, parce qu'on travaille sur une table et on fait les embrasses, on fait tout ça. Mais là aussi, il y a une telle technicité que ça ne peut pas s'apprendre en 3 mois. Non. Et donc, je suis parti faire du commercial. D'accord. Voilà. Et ça, j'ai un peu squeezé cette étape. Est-ce qu'à un moment de Claire Passementier, la passementerie nouvelle, est-ce qu'il y a eu une heure de gloire ? Il y a une heure de gloire pour la passementerie en général, en fait. Bon, d'abord, il y a eu différentes heures de gloire. Dans l'histoire de la passementerie, il y a eu beaucoup d'heures de gloire à partir du moment où la passementerie est arrivée en France sous le Moyen-Âge. Bon, après, les rois se sont succédés, la passementerie a vraiment pris sa place. Après, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Napoléon III, là, c'était vraiment l'heure de gloire. Là, c'était extraordinaire. Il y avait un nombre d'ateliers à Paris qui était quand même complètement Vous êtes incroyable. arrivé juste après Napoléon III, si mes souvenirs sont bons, 1852. Et nous, on est arrivé un petit peu après, enfin un petit peu juste là, dans la tranche. Là, c'était vraiment l'heure de gloire. Il y en avait partout des passementiers. Mais ça a duré comme ça jusque dans les années 60. Ah oui. Voilà. C'est les années 60 qui marquent le début du déclin. Ouais.
on va dire ça. L'industrialisation, en fait, des décors. L'industrialisation des décors, c'est-à-dire un vrai changement dans la consommation de la passementerie et la façon de la faire, où il n'existait pas de passementerie qu'on pouvait acheter comme ça dans un magasin. Passementerie en stock. La passementerie, on la faisait en fabrication spéciale pour des chantiers, pour des maisons, etc. Et puis, effectivement, dans les années 60, il y a eu un vrai virage où les gens se sont mis à stocker et le tissu et la passementerie, etc. Donc, des concurrents se sont mis à stocker aussi la passementerie. Donc, nous, on a stocké la passementerie. Et effectivement, là, à ce moment-là, on va dire que pourtant, là, il y a eu des heures de gloire, mais on va dire que c'était déjà quand même un petit peu... c'est devenu... En fait, ça a toujours été difficile. C'est devenu un petit peu plus compliqué. De l'histoire de cette entreprise. Quand même, jusque dans les années 80, avant le premier choc pétrolier, avant la guerre du Golfe, il y a eu quand même des très 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 belles années parce que tous les pays arabes ont été extrêmement consommateurs de passementerie et donc c'était bien et pour nous et pour les autres et tout le monde en a super bien profité. Et puis il y a un jour effectivement où ça a commencé à se serrer et là ça a été violent. Ouais. Après les années 90, il y a vraiment une grosse descente. Tous les passementiers ont quasiment disparu. Effectivement, aujourd'hui, on est 3, 4. Mais ouais, c'était vraiment un gros écrémage. Comment vous avez fait pour survivre, vous ? C'était quoi la stratégie ? Parce que vous nous disiez... On est resté sur ces stratégies, on n'a pas bougé de nos stratégies. On a la chance que mon père ait fait de nombreuses collections qui sont extraordinaires et d'avoir pris le virage de la soie. Donc on a des collections de soie, on a des collections de fibrane, on travaille la laine, le coton, le lin, l'or. On a un panel énorme. On a toujours gardé une qualité exceptionnelle. Et puis on garde cette qualité exceptionnelle aussi pour aller... vers les musées nationaux, pour garder quand même tous ces chantiers-là qui sont pour nous des chantiers primordiaux. Oui, c'est ça, et qui permettent de traverser les tempêtes. Non, ces chantiers publics, d'une certaine manière. D'une certaine manière, ça permet de traverser les tempêtes. Ça crée aussi une difficulté parce que c'est des chantiers qui sont sur des temps très longs. Et comme ils sont sur des temps très longs, la rentabilité c'est pas évident en fait, car il faut en même temps garder les ouvriers pour pouvoir faire cette qualité de passementerie. Ouais. Donc il faut quand même trouver d'autres chantiers. Donc il faut trouver des décorateurs extraordinaires qui font des passementeries, qui aiment avoir vraiment de la passementerie de très 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 haut niveau. Ils ne sont pas légion, mais il y en a quand même quelques-uns, heureusement. Alors, votre apprentissage sur le métier, sur les métiers, ça fait mal où de travailler dans une passementerie ? Ça fait mal où dans le corps ? Moi, j'ai eu mal nulle part. Mal nulle part. Bah, aujourd'hui, vous êtes plutôt Non. boulot, J'avais juste un petit peu les épaules, parce que comme on est couché on est au-dessus de notre travail, assis sur un banc, au-dessus de notre travail, il y a des sangles en cuir qui nous tiennent les épaules. Vous êtes comme suspendu. On est comme suspendu, voilà. Donc, effectivement, à l'endroit où il y avait les sangles, il y avait une marque, voilà. Mais je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert, mes mains n'ont pas souffert, mes pieds n'ont pas souffert, à tel point que je me suis fait vraiment une grosse entorse vraiment violente. Et j'ai eu la mauvaise idée de ne pas aller travailler un matin. Mon père est donc descendu dans l'atelier, il a vu que je ne travaillais pas, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas possible !» J'ai dit « Mais j'ai une entorse et tout, je suis allé voir le médecin, il dit « Je veux pas le savoir, tu montes sur le métier. » Donc, ça veut dire que même avec une entorse, j'ai réussi à travailler. On va en parler un peu de votre père, parce qu'il m'avait pas l'air très rigolo quand même. Mon père était très rigolo. C'est vrai ? C'était un grand artiste, très rigolo. Mais au niveau du travail, oui, effectivement, c'était un peu pas drôle. C'était pas drôle. Mais pas toujours. Et vous avez quand même eu envie, vous vous êtes précipité pour travailler avec lui, ça vous a pas retenu ? Mais non, c'est ça, Mais parce qu'en plus, comme c'était un type vraiment avec un charisme incroyable, en fait, on avait envie de faire des trucs avec lui, forcément. Et puis, il y avait quand même des moments bien. Et puis, c'est un type qui vous tirait quand même. Donc, inspirant. Oui, inspirant. Et puis, voilà, c'est fascinant aussi de se dire, je vais être mon propre patron, je vais être libre de faire ce que je veux. Regarde lui, ce qu'il fait, c'est fantastique. Il est libre, il sort, il va, il vient, il travaille. Ouais, sa vie vous donnait envie, en fait. C'est ça. Ouais. Sa vie, des fois, plus que le travail lui-même, oui, en fait. Oui, je comprends.
Ouais, c'est sûr. Et alors, on parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez écouté les autres épisodes, mais des anges gardiens qui ont guidé sur une vie d'artisan. On peut parler de votre papa, là, dans ce cadre-là. Oui, et on peut parler de mon papa, mais on peut parler de tous mes ancêtres. Ah oui? Ouais. Oui, ben, il y en a 6. Je pense que ce sont des anges gardiens, qui sont là et qui nous donnent un coup de main dès qu'on est vraiment au bord du... au bord du précipice, et hop là, un petit coup de main. Et pour le moment, ils nous ont jamais abandonnés. Ouais. Il y a une lignée qui porte. Je pense. C'est-à-dire que souvent, c'est très amusant parce que, oui, on dit souvent, ah là, mais alors, ça doit être lourd, le poids du passé, ces ancêtres qui sont là, puisque je les ai en photo dans notre showroom, les uns qui sont tous là dans leur petit cadre et qui me regardent chaque fois que je rentre le matin ou qui me disent bonjour. On peut se dire, bah tiens, c'est lourd, on a quand même un challenge, on doit prouver quelque chose. En fait, on doit déjà se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses. Finalement, comme je dis, on est un peu aidé. Ouais, c'est aussi une force. C'est une force. Combien de temps vous avez travaillé avec votre papa? Il est resté longtemps aux manettes en même temps que vous? Mon papa est resté très longtemps aux manettes. Mon papa est parti à 80 ans. Ah oui. Voilà. Et moi, je suis rentré à 20 ans. Ah oui, donc vous avez longtemps travaillé ensemble. Donc j'ai travaillé avec lui, ça fait 20 ans, 20, 30, 40, ça fait à peu près 40 ans. 40 ans. 40 ans. Et vous avez trouvé votre place, évidemment. Vous aviez chacun votre place. Et puis il y a Elisa aussi, oui, on a fini par trouver notre place, oui, avec des fois des moments super et puis des moments moins super, parce que les moments super, c'est quand ça marchait très fort, où c'était vraiment très enthousiasmant, tout était super, il n'y avait pas d'angoisse. Et puis quand ça a commencé vraiment à être un peu plus dur, là à ce moment-là les angoisses sont apparues et vraiment les tensions à ce moment-là étaient plus fortes, oui. Bien sûr, comme dans n'importe quelle société. Voilà, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas toujours d'accord, et puis il était quand même pas tranquille, donc du coup ça le rendait nerveux en fait, et ça c'est un peu dommage, ouais. Et puis bien sûr ma sœur est arrivée avec moi, et ça fait donc maintenant près de 40 ans aussi qu'on travaille ensemble. Mon père m'a dit toujours, oui, mais qu'est-ce que tu vas arriver à travailler avec ta sœur? Et ben oui, finalement j'arrive à travailler avec ma sœur, et c'est génial en fait, parce que on s'entend vraiment bien, et on se respecte, moi je respecte énormément son travail, elle respecte le mien, voilà, et on se soutient en fait, c'est vraiment bien, ouais. Elle est vraiment à l'atelier, elle s'occupe vraiment de la fabrication, et moi je m'occupe beaucoup plus de la création, de l'extérieur, de la compta, de la tout ça. Voilà. Et puis d'aller chercher, d'aller chercher avec les dents les commandes. Ouais. Alors, aller chercher les commandes, comment on va chercher les commandes quand on est de Claire Passementier? Quand on est de Claire Passementier, on s'habille, voilà, on se fait beau. Et je dois le dire parce qu'on est en podcast, que vous êtes vraiment très beau et très bien habillé. Très beau, je ne sais pas, mais... Non, mais très bien habillé, ça voilà. On peut le dire. On essaie de se faire beau, ça, en fait, mon père, déjà, il se faisait beau. Moi, c'est vrai me fait beau. Je pense que c'est important de montrer aux clients qu'on est en adéquation avec ce qu'on propose. Ouais. Donc, si on propose un produit de hyper luxe, comme on le propose, un produit sophistiqué, eh bien, il faut quand même faire un petit peu attention à comment on est et l'image qu'on montre aux gens. Après, donc, on y va avec... On peut décrire votre tenue, Jérôme, parce que vous êtes donné du mal et que moi, je connais pas les noms techniques des tenues de garçons, mais je suis sûre qu'il y a des mots pour parler de la rayure de cette chemise, de ce veston sur mesure. Moi, j'ai toujours bien aimé un peu à sortir les choses et puis sortir un peu du cadre. Je me rappelle déjà, mais enfin ça c'est pas des heures de gloire, hein. Allons-y. Mais je me rappelle mes premiers costumes quand je suis allé voir des clients. Un dont je me rappelle très bien, c'était en été. Je m'étais acheté un petit costume blanc avec des petites rayures bleues, mais qui était vraiment... J'étais, comment on peut dire, choupignou, mignon, je sais pas. Voilà, c'était déjà un petit peu curieux. Et aujourd'hui, j'aime bien essayer de trouver une rayure qui va avec un gilet, avec une cravate qui va un peu rehausser tout ça, avec un pantalon peut-être d'une autre couleur, pas forcément des choses unies. Et puis voilà, je suis en basket, donc ça veut dire que je fais aussi moderne et... Partie de votre temps. C'est ça, partie de mon temps. Donc on s'habille bien, et puis à l'intérieur aussi, on est bien nourri. Ça veut dire qu'on connaît bien la passementerie, on connaît bien la fabrication, je connais bien toutes les couleurs,
j'ai ça en moi. Je connais les styles, je connais tout ça. Donc je peux répondre à toutes les questions et je suis habité. Oui. Voilà. Et donc avec cette habitation, on peut dire, je pense qu'on a un discours un peu plus crédible et on peut trouver des solutions pour les clients qui cherchent des solutions forcément pour leur décor et qui ont besoin qu'on leur donne notre avis et que notre avis soit un avis éclairé, non pas... Ceux qui veulent de la passementerie, c'est évident que je vous donne pas 2 secondes pour les convaincre, vous. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est d'évangéliser ceux qui ne connaissent pas, d'éduquer un certain marché de prescripteurs à cet élément de style qui est particulier et qui nécessite une certaine culture. Donc c'est là où vous avez un sacré boulot à faire d'évangélisation, non ? Oui, effectivement, il y a une vraie différence entre un client qui en a besoin, qui a besoin aussi d'être évangélisé, parce qu'il y a quand même de la concurrence, donc il faut quand même dire, c'est chez moi qu'il faut venir. Hein, donc voilà. En même temps, j'ai appris beaucoup, parce qu'on apprend beaucoup avec les décorateurs qui ont, eux, une idée, qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui ont une idée et qui vont vous nourrir. Donc cette nourriture-là aussi, les décorateurs m'en l'ont apporté. Un jour, mon père m'a dit, tu vas rencontrer un décorateur, tu vas voir, c'est formidable. Il s'appelle François-Joseph Graff, tu vas le rencontrer et tu vas voir, ça va être formidable, tu vas tout apprendre. Moi, je dis, c'est bon, moi, la passementerie, je connais ça par cœur, sur le bout des doigts, je vois pas trop ce qu'il va m'apprendre. Mais en fait, j'ai appris, c'est juste incroyable tout ce que j'ai appris. J'ai appris sur la couleur, j'ai appris sur la façon d'être, j'ai appris sur la façon de vendre, j'ai appris sur la sophistication de la passementerie, jusqu'où on peut aller, voilà, j'ai appris la décoration à un niveau que je pouvais même pas penser que, voilà. Donc cette nourriture-là, effectivement, qui m'est aussi donnée, et je les remercie par les décorateurs qu'on rencontre et qui ont des idées qui ne sont pas forcément les nôtres, parce que nous, on a quand même des idées d'artisans. Hein. Bah oui, eux, ils sont absolument pas cadrés par la technique. Voilà. C'est tout l'intérêt. Et c'est génial. C'est ça qui est génial. Voilà, parce que sinon, nous, des fois, on est quand même un peu sclérosés dans notre histoire, en disant, non, on peut pas faire ça, on va pas y arriver. Et puis les ouvriers, c'est pareil, ils disent ça aussi, on va pas y arriver, on a toujours fait ça comme ça, je vois pas comment on va faire autrement. Et voilà, ça nous oblige, ça nous pousse, ça nous monte à l'excellence. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'auto-pousser ? Parce qu'on le sait, c'est-à-dire que dans tous les ateliers c'est comme ça, on va pas y arriver, ça prend trop de temps, mais vous en êtes complètement conscient. Parce que c'est rare en fait d'être dans cet état d'esprit-là. Il y a finalement que les gens qui sont formatés comme ça, en fait, qui sont des gens qui sont jusqu'au boutiste et qui se surpassent tout le temps. C'est-à-dire qu'à peine ils sont assis, ils ont déjà une idée comment ils vont se mettre debout, comment ils vont changer ce fauteuil, comment voilà. C'est un état d'esprit et on n'est rare. pas toujours comme ça. Hein. Des fois, on est peut-être même un peu feignant. On reste dans nos précarés, ça nous rassure, et puis c'est moins compliqué finalement. Hein. Oui, je dirais pas feignant, mais rattaché à la terre et à la réalité et au concret. Ouais, parce que on est un peu feignant. Oui, mais on n'a pas une usine. Je crois que c'est assez honnête de dire des fois on est feignant. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon très bien, mais c'est vous qui assumez. Oui, de dire tiens, je l'ai pas fait, c'était un peu pour me faciliter la vie, quoi. Ouais. Je pense qu'on n'a pas encore le droit de raconter ça, mais ensemble, on ferait vraiment un truc qui n'est pas un truc de feignant, parce qu'on développe ensemble un objet, ou un geste en tout cas, qui est un geste de passementier que vous n'aviez jamais développé, et on le développe pour l'industrie. Un geste de métier d'art, on le développe pour l'industrie. Donc moi, je veux pas que vous disiez que vous êtes feignant, parce qu'ensemble, on a fait un truc que peu d'ateliers d'art auraient fait. C'est-à-dire qu'on est feignant, mais une fois qu'on a démarré, à ce moment-là, on ne peut plus s'arrêter. Ouais, voilà. C'est ça. Et à ce moment-là, on ira jusqu'au bout, C'est-à-dire qu'au début, on se dit, je vais rester dans mon précaré, c'est plus confortable. Mais une fois qu'on a commencé à démarrer, à ce moment-là, Mais ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que ce soit moi, ma sœur, c'est pareil pour les ouvriers en fait. Au début, des fois, ils sont toujours un peu, ils tirent un peu pour pas y aller. Puis dès que ça commence à démarrer, à ce moment-là, après, une fois que c'est parti, ils peuvent plus s'arrêter. Ça les excite et ils sont contents. C'est ça, tout à fait. Ils se prennent dans le projet. Ce qu'on voit aujourd'hui. Comment ça marche Declercq Passementier aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez bien nous donner votre chiffre d'affaires ? Declercq Passementier, c'est un chiffre d'affaires qui varie entre 2 600 000 euros et 3 millions d'euros. D'accord. Mais d'un seul coup, ça peut décoller à 3,4 millions ou descendre à 2,5 millions. D'accord. Voilà, donc c'est
très fluctuant. Pourquoi il faut être gestionnaire? Parce que justement, il y a des gros pics de chiffre d'affaires et d'un seul coup, il y a des gros trous de chiffre d'affaires. Donc, il faut être très bon en trésorerie. Voilà, il faut être très bon, il faut parler beaucoup avec les banquiers, il faut beaucoup discuter. La relation, elle est avec les clients, elle est avec les ouvriers, elle est avec tout le staff, tous ses collaborateurs, mais en même temps, beaucoup aussi avec l'extérieur, avec les banques, avec les URSSAF, avec tout ça, parce que en fait, ils sont obligés aussi quelquefois d'amortir ces trous qui sont justement dus à ces chantiers. Comme ce sont des chantiers très longs, c'est des gros chantiers, ils ont du mal à démarrer des fois parce qu'on n'a pas les tissus, on n'a pas, et donc il y a des choses qui se font pas, et donc ça crée des différentiels de trésorerie qui sont pas évidents à gérer. Et ils sont plutôt compréhensifs? Ben moi je dirais quand même que même si des fois ils sont pas très compréhensifs, ils sont quand même souvent assez compréhensifs. D'accord. Je veux dire que l'État, dans la mesure où on les prévient, où on parle beaucoup, on va les voir, quand même, on arrive à... Et le fait d'être artisan d'art, est-ce que ça vous attire une certaine sympathie, plus de compréhension? Je crois que oui, la sympathie, mais la sympathie dans les affaires, ça vaut rien en fait. Il faut prouver. Il faut prouver qu'on a les chantiers, il faut prouver qu'on est capable de fabriquer, il faut prouver qu'on a la capacité de prendre le choc de la baisse de trésorerie pour quand même garder de l'énergie, pour quand même faire du commercial, quand même avancer, quand même ouvrir un showroom à New York, quand même montrer qu'on est quand même très actif et qu'on n'est pas juste un bon artisan. Parce que si on est juste un bon artisan, on n'est pas crédible en fait. Alors, on est crédible vraiment quand on est vraiment un vrai commercial. On parle du showroom à New York. Vous faites quel pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'export? Notre pourcentage est environ de 60% à l'export. D'accord. Ce qui n'est pas si mal. Ça peut avoir l'air beaucoup pour ceux qui écoutent pour la première fois un podcast, mais par rapport à certains artisans d'art qu'on a interrogés qui font jusqu'à 90% à l'export, c'est quand même plutôt équilibré chez vous. Moi, je trouve que c'est assez équilibré. Alors, bien sûr, quelquefois, ça va pouvoir monter à 70%, rarement au-delà. Il est clair aussi qu'il y a beaucoup de décorateurs en France qui exportent énormément. Bien sûr. Mais on a la chance d'avoir en France beaucoup de décorateurs qui font des très beaux chantiers. Donc c'est ça aussi qui fait que ça équilibre les forces. D'accord. Et alors votre showroom à New York, c'est par excellence? Notre showroom à New York, c'est par excellence. Donc on en a un petit peu parlé. C'est ce groupement d'artisans d'art qui a été créé à l'initiative de Charles Jouffre qu'on a podcasté. C'est ça. Qui permet donc de regrouper des artisans d'art pour montrer leur travail sur le marché américain. J'étais le premier à venir par excellence. Et voilà, c'est à la suite d'une discussion qu'on a eue avec Charles. Et Charles a dit, ah là, j'ai envie de faire ça, etc. Et moi, je cherchais justement une façon de revoir ma distribution aux États-Unis. Et voilà, et donc je suis rentré dans l'histoire et je l'ai suivi et c'est génial. Vous avez une confrérie d'artisans d'art un peu de votre génération. Il y a une bande comme ça. Il y a une bande de gens qui sont des gens qui ont vraiment la foi et qui ont vraiment... Allez, on les cite. Il y a qui dans la bande? Dans la bande de par excellence? Dans votre bande à vous. Ouais, dans votre bande, c'est qui vos copains artisans d'art? On fait un peu de promo pour eux. Bah, il y a Charles, il y a bien sûr Charles Jouffre, il y a quelques tapissiers qui sont vraiment des... Bah oui, vous êtes main dans la main avec les tapissiers, évidemment. Donc, il y a Michel Chauveau, il y a Ragnaud, il y a Jouffre, il y a Filippo, il y a Brazet, il y a... J'en oublie, excusez-moi de vous avoir oublié. Et puis après, il va y avoir les ateliers Saint-Jacques qui font des choses complètement incroyables. Il va y avoir Lison de Caunes qui fait vraiment un travail de marqueterie de paille aussi fabuleux. Puis qui a un esprit, en fait, c'est des gens avec des esprits. Ozone qui fait des luminaires, c'est aussi des gens qui ont de l'esprit. Bon, j'en oublie encore, hein, forcément, mais j'aime bien les gens à esprit. Voilà, à esprit. Ouais, ça c'est... Et Bernard Pictet aussi, qui fait le verre. C'est chouette de les retrouver, de les rencontrer, de se causer. Vous arrivez à vous causer, à vous voir? On se cause artisans. Vous avez le temps, vous vous retrouvez un peu en dehors du boulot parfois? Non, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps en vrai? On commence tôt, on finit tard. Et finalement, j'ai quand même une priorité en dehors de ça, c'est ma famille, parce que c'est mon équilibre. C'est ce qui permet de retrouver de l'équilibre. Ça, pour moi, c'est quand même primordial et c'est sacré. Et j'essaie de garder du temps pour ma famille. Et j'essaie de couper pour avoir vraiment des temps à eux.
et des temps... Et vous arrivez à couper en vacances le week-end ? Bah maintenant, c'est de plus en plus difficile parce qu'avec ces satanés réseaux sociaux et ces internets et ces emails qui arrivent du monde entier tout le temps, c'est vraiment, pour couper, c'est vraiment la croix et la bannière. Mais en général, le week-end, oui. Ça, le week-end, j'arrive vraiment à couper, je fais du sport, je fais du piano, je m'occupe de mes enfants, je reste avec ma femme. Bref, ça, c'est vraiment pour moi. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai 7, si je compte bien. Vraiment ? J'ai 7 enfants, oui, tout à fait. Pourquoi je suis pas au courant de ça, moi ? Et alors, dans les 7 enfants, il y a des artisans ? Il y a des artistes. Il y a des artistes ? Il y a des artistes, ils sont tous un peu artistes. Voilà, ils aiment la couleur, ils aiment faire des choses, donc, mais chacun dans sa branche différente. Est-ce qu'on va en retrouver un chez Declercq Passementier ? Il y en a une pour le moment. Hein. Il y a Margot qui est avec nous, qui est rentrée chez nous, ça fait déjà maintenant 7 ans. Ah oui. Voilà, et puis est-ce qu'il y en aura d'autres ? On verra, je l'espère. Chacun a pris son chemin. En fait, je n'ai pas voulu faire comme mon père a fait avec moi, ou comme moi j'ai fait avec lui. C'est-à-dire de dire, voilà, tu vas venir travailler avec moi, puis c'est comme ça, et puis etc. Non, je leur ai laissé faire leur vie. Alors forcément, c'est super, mais en même temps, ça crée un petit problème. C'est qu'au moment où on dit, bah dis donc maintenant les gars, faut peut-être y aller, bah voilà, il faut changer de chemin, et là, c'est pas toujours évident. Donc pour le moment, c'est comme ça. Je suis pas vieux non plus. Non, c'est ça, j'ai encore l'énergie. C'est pas encore ce moment pour vous. Ça s'approche quand même. Ça s'approche. Vous y pensez ? Il faut y penser. Ouais. Il faut prévoir, oui. Est-ce que quand on a une société comme ça, après 6 générations, là, pour le coup, on a la pression sur la suite, où ça doit être une suite familiale, ou vous vous sentez libre par rapport à l'avenir ? Si jamais c'est pas vos enfants, eh ben, ce sera quelqu'un d'autre. Je me sens pas libre du tout, et en même temps, je me sens libre. S'ils viennent et que ça marche, c'est cool, c'est génial, ça va être super. Bon, il y a déjà Margot quand même. Oui. Donc il faut maintenant continuer et faire en sorte qu'elle ait quand même un outil pour pouvoir continuer cette maison, puisque c'est ça quand même l'idée. Ouais. Donc si, j'ai l'impression. Finalement, j'ai l'impression. Si, j'ai la pression, et maintenant je commence à leur coller un peu la pression. Ouais. Ça monte, quoi. Ça monte, forcément, ça monte, et il faut qu'ils se sentent impliqués, parce qu'on ne peut pas dire « Ah là là, c'est un métier formidable, etc. » C'est le seul et unique maison qui existe comme ça dans le monde. Bien sûr, il y a d'autres gens, il y a d'autres passementiers, mais à ce niveau-là, à faire cette recherche-là, aller jusqu'au bout comme ça et être imprégné comme ça, il n'y a que cette maison-là. Et en même temps, faire du jazz ou monter dans les montagnes. Ou, oui, voilà. L'autre jour, on en a trouvé un dans la cave de votre showroom en train de faire de la batterie. C'est ça. Mais je ne savais pas qu'il y en avait 7 à chercher. Il y en avait 7 à chercher. Ils sont tous un peu cachés quelque part. C'est ça. La prochaine fois, je vais au grenier. C'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'il est musicien de jazz et que c'est un métier extraordinaire et que c'est normal qu'il ait envie de le faire et que c'est génial comme ça et que si je lui mets la pression, à ce moment-là, il ne peut plus le faire. C'est quand même triste. Parce que moi, des fois, je me suis dit « Oh, mais j'aurais pu être pianiste de jazz ou pianiste. Voilà, puis je ne l'ai pas fait, c'est à cause de mon père. Voilà. Donc... Oui, mais vous dites ça en rigolant. Bah oui, je rigole parce que... je le pense un peu et pas complètement parce que c'est aussi un peu de ma faute parce que moi j'ai pas fait le chemin en disant écoute papa c'est comme ça, je vais aller faire du piano et puis c'est tout. Non, voilà, mais parce que j'étais imprégné de ça. Mais oui, voilà, vous l'habitez tellement votre chemin là. Voilà. J'étais imprégné et donc j'ai continué comme ça, c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. Mais le piano, Elisa aussi elle fait du piano, c'est arrivé comment ? Elisa elle fait du piano. Ma sœur elle a toujours fait du piano. Elle a toujours fait du piano, en fait. Elle a fait musicologie avant de faire de la passementerie. Mais c'est pas complètement éloigné quand on voit les planches perforées de programmation de machines à tisser et des partitions de piano. Je trouve que c'est pas complètement... Et puis il y a une musique chez vous. Ça y est, oui. Il y a la musique des machines. Mais ça y est, je crois que la musique s'est mise en route là en plus. Oui, on l'entend là derrière la musique. Ils sont revenus. Et oui, d'ailleurs, à tel point que pendant un Paris Déco-Off, parce qu'il y a un moment un peu fort dans la décoration qui s'appelle Paris Déco-Off, en même temps que mes objets et ce salon-là. Et pendant Paris Déco-Off, j'avais fait une décoration, enfin j'avais transformé le showroom, etc. Et j'avais mis une musique, quand les gens entraient, une musique assez forte en fait. J'avais présenté des écrans où on voyait la fabrication de la passementerie et il y avait une musique très forte qui était un mélange de Mozart, donc de musique classique, Mozart, Bach, avec
justement les bruits des métiers. Ce rythme-là qu'on entend. Et ce rythme-là qui se mélangeait. Et ça, j'avais adoré faire cette bande-son-là. Et voilà, j'étais vraiment éclaté là-dessus. Ouais. Alors, Jérôme Declercq, je connais une fée des métiers d'art. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique ? Ah, eh bien, je serais tenté par un mot que je ne dirais pas. Amène-moi de l'argent. Non, j'ai besoin que la fée, en fait, elle continue à m'aider pour trouver vraiment la force de faire ce que je fais, de le faire bien, de continuer à le faire bien, de pouvoir tenir la maison et de l'emmener vers le 22e siècle ou 21e siècle, enfin en tous les cas se faire tout le 21e siècle, déjà bien comme il faut. Et j'ai besoin qu'elle dise et qu'elle donne des pics à tous ces décorateurs qui n'utilisent pas de passementerie et qui aujourd'hui doivent utiliser de la passementerie parce que c'est primordial, parce que ça change le décor. Parce que faire un rideau gris wave, ça c'est facile. Tout le monde peut faire ça, il suffit d'aller dans un magasin, on l'achète, c'est tout fait. Mais après avoir l'idée de mettre un galon dessus, une frange pour en faire quelque chose de personnalisé, eh bien ça le décorateur, il faut vraiment qu'il le fasse et il faut qu'il soit piqué par la petite fée. Voilà, qui toutes les nuits vient le piquer en disant « Passementerie, passementerie, passementerie ». Oui, d'accord. Alors, la première chose que vous lui demandez, c'est de l'argent. Très bien. La fée connaît des investisseurs. J'en veux pas. Bah voilà. J'en veux pas parce qu'on aime notre liberté. On aime notre vie compliquée, mais on aime notre liberté et on veut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne manger cette maison, qui vienne donner trop... qui nous perturbe dans notre vie en fait. Mais parallèlement à ça, si quelqu'un veut me donner un tout petit peu pour ça permet de finir une petite fin de mois, des choses comme ça. De la trésorerie. Voilà, des petites choses de trésorerie, des petites aides comme ça. Pourquoi pas, mais certainement pas un investisseur qui va faut quelqu'un qui vouloir une rentabilité et qui ne va pas comprendre pourquoi d'un seul coup il n'y a pas de chiffre d'affaires et que d'un seul coup la maison vient en danger. Ouais. Et il ne va pas supporter ça. Il va vouloir retrouver son investissement, ce que je comprends très bien. La finance et la passementerie, ça ne va pas toujours bien ensemble. La finance et les métiers d'art, d'une manière générale, c'est un peu compliqué, c'est sûr. Non, donc ce qu'il vous faut, c'est des mécènes qui sont prêts à faire des prêts à des taux très intéressants parce qu'ils veulent soutenir les métiers d'art. Et peut-être qu'on pourrait essayer de... Des mécènes même qui nous donnent, s'ils ont envie. Contre une petite embrasse, ils peuvent nous donner un petit peu de sous. Non, ce qu'il faut aussi, il faut surtout que le marché, il faut des commandes. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que la fée, elle est un peu spécialisée dans apporter des commandes. Il faut des commandes. Parce que des mécènes, je ne sais pas où ils sont. Non, mais j'avais dit ça comme ça, c'était un peu une boutade, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, voilà, il nous faut de l'argent, il faut des investisseurs, parce que c'est le grand mot aujourd'hui. Ouais. Chaque fois qu'il y a un artisan qui va mal, on lui balance un investisseur, et le mec, il disparaît dans les 2 ans qui viennent. Ouais, donc, et ça, on l'a beaucoup vu. Voilà, et puis on va le voir beaucoup. Je pense qu'il va y avoir une vraie hécatombe, en fait, de tous ces gens qui se sont fait prendre par des investisseurs et qui ont finalement, au bout de 2-3 ans, l'argent il remonte pas, donc ça va y avoir beaucoup de déceptions et de désillusions. Alors donc moi, non, j'ai dit ça un peu comme une boutade. Non, mais c'est important d'en parler. Mais il faut des commandes, voilà. Et qu'est-ce qui arrive? Donc on a vu des investisseurs entrer dans les ateliers, ça fait à peu près 10 ans, on a vu des échecs, mais qu'est-ce qui arrive vraiment, les ateliers disparaissent même après 6 générations? Il n'y a pas des renaissances? Mais c'est très simple en fait, c'est très simple parce qu'il faut que l'argent tourne. Si l'argent ne tourne pas, on ferme. Ou bien on trouve des solutions. C'est-à-dire la solution, elle est simple. Premièrement, on enlève le dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant, il coûte cher, il a son idée, il est incapable de remettre de l'argent parce que le dirigeant, finalement, il reste là toujours dans la même idée d'artisanat et il ne se paye pas énormément, donc il ne peut pas remettre d'argent. Donc l'investisseur remet de l'argent, le mec se trouve dehors. Donc ça, c'est très simple, ça commence par là. Bien sûr, les équipes sont fortes. Bien sûr tout ça, mais elles sont tenues par qui? Finalement par le dirigeant qui les emmène. Ce sont des collaborateurs, ce sont des amis sans être des amis du week-end, mais c'est des amis de tous les jours, ils se voient tous les jours. Et c'est cette force-là qui fait, c'est cette force-là qui fait l'atelier. Si on enlève quand même ce type qui est le dirigeant, qui avait ça en lui, qui avait ce métier en lui, eh bien malheureusement ça se liquéfie. Et il n'y a plus d'esprit en fait. L'esprit disparaît avec la personne. Et c'est là un vrai problème, effectivement. Ce côté, il faut que l'argent tourne. Parce que malheureusement, ces ateliers se sont fait reprendre parce qu'ils n'avaient plus d'argent.
Mais dans les années qui viennent, ça continue comme ça. Ils n'ont toujours pas d'argent. Sauf exception rare, pour qui, d'un seul coup, ça marche et c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai, une fois qu'on a démantelé une équipe, une fois qu'on a démantelé l'âme d'un atelier, ça ne se retrouve pas. Même si c'est racheté par exemple, un ancien salarié, avant d'aller reconstruire tout ça, c'est quand même très dangereux. Et on voit beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'échecs. Que ce soit les Madeleines, que ce soit, pas forcément dans le textile, mais il y a beaucoup d'échecs aux reprises. Parce que justement, soit on passe à l'industrialisation, et à ce moment-là, on rentre dans un grand groupe, on fait de l'industrialisation, on vend beaucoup, on essaie de combattre les Chinois, les Égyptiens, et puis on baisse les prix à mort, et puis, mais on change complètement de module de fabrication, on change d'esprit, on change tout, quoi. Donc à ce moment-là, ça n'a plus on n'a plus l'esprit d'avant, donc c'est autre chose. Ouais, mais je pense que c'était important qu'on dise ça. Ok, ça fait un bon boulot pour la fée. Merci Jérôme Declercq. De rien, merci Raphaël. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métiers Rares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.